Voilà, nous voilà dans cette conférence sur l'hypersensibilité. Alors, c'est un terme qui est de plus en plus, on va dire, connu. Marc en parlera tout à l'heure par rapport à, on va dire, son arrivée dans on va dire, le monde scientifique et ses liens avec peut-être d'autres traits de caractère. Alors, moi, je vais essayer de tenter de vous donner une définition en plusieurs points. Voilà, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Donc déjà, l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie, ni une maladie, ni un trouble de la personnalité. Même si on peut trouver de nombreuses similitudes avec, par exemple, les personnes qu'on dit borderline, état limite, et qu'il est facile de les confondre, par exemple, mais il existe des différences sur des points essentiels. Voilà, l'hypersensibilité donc n'est pas un défaut non plus ou un don, c'est un trait de caractère. Alors, c'est la psychothérapeute américaine Helen Aron, considérée comme l'experte dans la recherche sur l'hypersensibilité, qui, dans les années 1990, a parlé d'hypersensibilité dans son livre « Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter ». Et elle explique le mieux ce que représente ce trait de caractère. Alors, selon vous, je vais vous demander un petit peu votre contribution. Selon vous, combien de pourcentage de la population ce trait de caractère est représenté? Donc, en combien de pourcentage ce trait de caractère est représenté dans la population mondiale? Alors, 2%, 70%. Voilà, n'hésitez pas à écrire dans le chat. 78, 65, 5, 15. Oui, il y a un peu de tout. Oui. Alors, peut-être ceux qui mettent 78, 60, 65, 80 ont l'impression que tout le monde est hypersensible pratiquement. Alors, cela représente une personne sur 5, donc environ 15 à 20% donc de la population serait pourvue de ce trait de caractère. Voilà. Et lorsque on est, alors ça représente à peu près 17 millions de Français, donc c'est pas mal quand même. Et on va voir qu'il y a autant d'hypersensibles que d'hypersensibilité. Hein, donc, comme on l'a dit, ce n'est pas une pathologie ni une identité, mais des traits de caractère donc, qui sont représentés par autant de personnes avec des traits, des signes assez différents selon l'histoire de la personne, etc. Alors, je ne sais pas si Marc, Frédéric est prêt et après je continuerai. Ouais. Oui, d'accord. Cette fois-ci. Et oui, voilà, comme quoi ça. Voilà. Par contre, on ne te voit pas. Je ne sais pas si. Voilà, j'étais au téléphone. Voilà, puis je reprendrai après la suite. D'accord. Ok, d'accord. Donc, je ne vais peut-être pas remercier les organisateurs. Je pense que mes collègues l'ont déjà fait. Peut-être ce que je vais faire, c'est quand même remercier les organisateurs pour avoir le courage de traiter d'un sujet délicat. Parce que c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui n'est pas courant. En milieu ecclésial, en plus d'origine de culture catholique, c'est quelque chose qu'on entend peu souvent. Je ne dirais pas que c'est un tabou, mais c'est effectivement un sujet qui est rarement abordé et pourtant un sujet brûlant. Hein. On en parlera peut-être le long de notre après-midi concernant les jeunes qui sont souvent dans ce cas hein, d'une grande hypersensibilité et qui ont souvent des grands problèmes d'adaptation en milieu ecclésial. Donc ça, c'est une des choses que je voulais remercier donc les organisateurs pour avoir le courage d'aborder ce sujet et aussi d'avoir le courage d'aborder le sujet du relationnel avec, bien évidemment, les personnes hypersensibles. Alors, je n'ai pas entendu la conversation jusqu'ici, donc je vais essayer peut-être de me permettre un petit exemple au niveau déjà de la sensibilité, pour essayer de faire un panel assez large. Hein. Donc, si on prend la sensibilité physiologique, si par exemple, moi, je me mords le doigt très, très fort devant vous, vous allez sentir quelque chose. Cette sensibilité physiologique, bien évidemment, a évolué à travers les siècles, à travers l'histoire. Pourquoi ? Écoutez, il y a encore quelques centaines d'années, vous alliez chez un dentiste, enfin,
un arracheur de dents, il n'y avait vraisemblablement pas d'anesthésiant, peut-être un petit peu d'alcool, c'est tout. Déjà, la Première Guerre mondiale, quand il y avait des opérations, elles se faisaient aussi sans anesthésiant. Au Moyen Âge, on a des documents qui décrivent des souffrances physiques qui, pour nous, seraient absolument intolérables et que nous, à l'époque, étaient parfaitement acceptés. On peut penser par exemple à l'accouchement. Les femmes accouchaient avant facilement d'une dizaine d'enfants dans leur vie, des fois plus, dans des souffrances souvent extrêmement difficiles, voire au péril de leur vie. Et bien sûr, ces souffrances étaient entre guillemets acceptées, faisaient partie, disons, du quotidien. Au niveau des hommes qui se battaient allègrement à coups de masse, de massue, d'épée et tout ce qu'on veut, extrêmement douloureux, vous imaginez bien. Là aussi, en cas de violence, c'était perçu, la douleur était perçue de manière très, très différente. Il y a bien sûr des siècles et il y a encore un siècle. Ça veut dire que, et là je parle au niveau d'une sensibilité physiologique, notre sensibilité a changé au travers du temps. Maintenant, personne n'irait chez un dentiste avec un dentiste qui dirait écoutez, j'ai plus d'anesthésiant, c'est pas grave, hein, on va vous arracher cette dent, on va régler la carie, pas de souci. Nos cheveux se dresseraient sur la tête et on quitterait le fauteuil en courant. Et il est de même pour un tas de choses. Donc nous sommes devenus beaucoup plus sensibles à la douleur physique. Émotionnellement parlant, je dirais même relationnellement parlant, c'est la même chose. Nous sommes devenus au travers des temps, hein, surtout depuis qu'on a plus de bien-être, plus de confort, etc., que la médecine a fait des progrès, nous sommes là aussi de plus en plus sensibles au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Peut-être je vais faire un petit détour aussi à ce niveau-là. Il y a encore un siècle, mettons Montpellier, c'était la somme de plusieurs villages. Quand vous habitiez au sein d'un village, vous aviez une confrontation à l'autre qui était très puissante. Ça veut dire que souvent, les femmes partageaient par exemple le même lavoir, les hommes partageaient souvent la même charrue. On sait que dans un village ou dans un hameau, il y avait souvent un seul four à pain pour tous les habitants. Quand un couple se mariait, il n'y avait pas d'architecte et tout le village aidait à construire la maison des nouveaux mariés. Donc ça veut dire que là, tout le monde allait bien sûr dans la même église. Ça veut dire que les personnes étaient confrontées continuellement à l'autre. Bien sûr, dans les difficultés. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que la vie était très belle et que les gens partageaient tout merveilleusement, que tout le monde s'entendait bien au lavoir et devant le four à pain. Loin de là, il y avait des conflits, bien évidemment, extrêmement importants. Ça devait être très inconfortable, mais les gens étaient confrontés à un relationnel constant. Et bien évidemment, nous, avec l'ère numérique, avec nos réseaux sociaux, cette confrontation, elle est beaucoup moins puissante. On peut zapper les gens qui nous dérangent. Si moi, je ne m'entends pas avec ma voisine de palier, je suis sûr de ne pas l'avoir au lavoir du village. Il suffit que je l'ignore tout simplement. Ce qui veut dire que relationnellement parlant, cette sensibilité est aussi de plus forte. Donc, elle est devenue aussi culturelle. C'est un point important. Et on va peut-être développer quelques points en sociaux durant l'après-midi. C'est devenu extrêmement culturel. Chez les jeunes, c'est la même chose. Ils ont la capacité de zapper, et j'emploie le terme qu'ils utilisent aussi, d'un groupe d'amis à un autre, d'une relation à une autre. Quand ils se confrontent au sexe opposé, à l'adolescence, quand ça ne marche pas dans le couple, ma foi, ils changent de copain ou de copine. Donc, ce sont des choses qui font que la confrontation forcée, si je puis dire, qu'on avait encore il y a moins d'un siècle, cette confrontation forcée n'existe plus. Nous pouvons choisir. Si dans ma famille ça ne va pas, écoutez, je peux divorcer, les enfants peuvent partir, etc. Si je ne m'entends pas avec mon frère, je déménage, les distances sont devenues plus grandes. Donc le fait de rester dans un même quartier, dans un même village, dans un même hameau, avec des personnes bien évidemment d'un niveau social assez équivalent, ce sont des choses qui sont absolument, qui ont disparu. Et on s'en rend compte parce qu'il y avait quand même une catégorie de personnes il y a longtemps qui vivaient un petit peu les rapports qu'on vit, y compris au niveau de cette hypersensibilité, c'était les aristocrates, qui eux avaient une autre manière de fonctionner, avaient, disons, des rapports beaucoup moins basiques, qu'ils choisissaient aussi, hein, ils étaient plus cultivés, ils avaient un accès à la culture beaucoup plus facile que nous, enfin que nos ancêtres, pour ceux qui n'étaient pas aristocrates. Donc là aussi, à travers les écrits de ces aristocrates, à travers les écrits qu'ils nous ont laissés, on voit que là aussi, il y avait une certaine
hypersensibilité, disons sensibilité dans le milieu aristocratique, hein, d'ailleurs ceux qui faisaient la musique, c'est eux qui écrivaient les livres, c'est eux qui écrivaient les pièces de théâtre et qui les voyaient, et que dans le, excusez-moi le terme, dans le peuple moyen, hein, dans la grande majorité des personnes, bien évidemment, cette hypersensibilité n'était tout simplement pas de mise, ni au niveau physiologique, ni au niveau émotif et relationnel. Elle existait sûrement, mais elle était tout simplement enfouie, elle n'avait pas de place. Donc au niveau culturel, nous avons développé ça. En plus, nous savons maintenant que cette grande sensibilité se développe aussi avec des capacités, et là je pense que Leslie et Marc ont dû en parler, hein, avec les personnes à haut potentiel intellectuel, hein, donc qui vont souvent de pair, pas toujours, mais ça va souvent de pair. Dans les majeurs cas, les personnes hypersensibles ont une intelligence assez vive, hein, ont souvent un QI au-delà de 120, même si ce n'est pas toujours le cas, et même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il est évident que ce profil de personne est, disons, au niveau sociétal et au niveau culture, de la culture, de plus en plus courant. Hein, ce qui explique que depuis des décennies déjà, disons peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, ce type de profil s'est développé et se développe de plus en plus, et on le rencontre bien évidemment, statistiquement parlant, beaucoup chez des jeunes, parce qu'ils sont dépistés plus précocement à l'école, hein, parfois déjà à la maternelle, et que les personnes d'un certain âge, eux, à l'époque, n'étaient pas décelées. Hein. On disait, oh, ben voilà, quelle sensible, quelle chochotte, on pouvait même dire, hein, voilà, aussi bien pour les garçons, surtout pour les filles. Et il est bien évidemment que l'hypersensibilité masculine était toujours déniée. Hein, on peut imaginer, sauf dans les milieux entre guillemets aristocratiques, on peut imaginer que des jeunes garçons qui devaient souvent aller à la guerre, hein, qui devaient se confronter à une violence physique extrême, n'avaient pas la capacité de développer une hypersensibilité. Donc, ce qui fait que elle était souvent déniée. Hein. Ils avaient souvent une grande intelligence, mais la sensibilité était déniée. C'est intéressant parce que quand on parle de personnes à haut potentiel, donc émotionnelles, sensibles et intellectuelles, on a souvent une image d'épinal, un petit peu de personnes hypersensibles ou hyper intellectualisées, hein, comme les zèbres. C'est une image d'épinal parce que quand les premiers tests de taux d'intelligence ont été faits, ça a été fait par exemple au procès de Nuremberg chez les dignitaires nazis. Et on s'est aperçu que la majorité des dignitaires nazis avaient un QI au-delà de 130, ce qui est intéressant. Donc ça veut dire pourtant ce n'étaient pas des gens sensibles, ces hommes-là. Et justement, de nombreux psychologues et sociologues se sont penchés sur la question en disant oui, ce sont des gens qui étaient souvent très sensibles à la musique, très sensibles à l'art en général. Hein. D'ailleurs, ils volaient pas mal de pièces d'art, etc. Ils avaient toute une culture de la sensibilité, tout en étant des dignitaires nazis vivant dans une certaine horreur. Hein. Donc, on sait qu'il y avait un déni tout simplement chez certains de leur sensibilité. Pour un homme, dénier toute forme de sensibilité, ça passait souvent par se durcir, admettre en soi une certaine cruauté, une certaine dureté, pour ne surtout pas se laisser endiguer par cette hypersensibilité. Et ces gens-là étaient souvent extrêmement susceptibles. Hein, il n'était pas conseillé de dire quelque chose de travers à un dignitaire nazi. Vous risquiez facilement de vous trouver dans un camp de travail ou de concentration. Hein. Ils avaient une grande susceptibilité et on sait qu'une des formes, pas toujours, une des formes de l'hypersensibilité, c'est l'hypersusceptibilité, hein, ce qu'on appelle la sensi-susceptibilité en faisant un jeu de mots. Ce sont deux choses qui sont extrêmement liées. Alors, bien évidemment, on arrive au côté relationnel, ce qui fait que les personnes hypersensibles, à notre école, sont souvent d'un relationnel pas toujours très simple, parce qu'ils prennent facilement les choses à un degré très puissant. Quelque chose que vous allez dire à une personne entre guillemets, entre triple guillemets normale, va toucher beaucoup plus une personne hypersensible. Donc, quand on parle de susceptibilité, il ne s'agit pas de dire « oh, ils sont soupolés, ils sont susceptibles », c'est tout simplement qu'ils entendent la moindre remarque, une réflexion, une phrase, qu'ils entendent de manière déculpée par rapport à une personne, je mets encore triple parenthèse, normale, parce qu'il est sûr que par rapport à nos ancêtres du début du 19e siècle, nous sommes tous devenus des hypersensibles. Par rapport à la sensibilité qu'ils pouvaient avoir eux à l'époque,
nous sommes devenus des hypersensibles. Et peut-être que dans 50 ans, nous serons considérés comme des, entre guillemets, des brutes épaisses par les personnes dans 50 ans qui, eux, qui vont développer cette hypersensibilité. On sait que c'est quelque chose qui peut aller de manière exponentielle au niveau de nos cultures, au niveau de nos fonctionnements et au niveau, comment dire, de notre manière d'entrer en relation. Parce que notre manière d'entrer en relation, je l'ai dit, hein, on est loin du four à pain et du lavoir municipal, notre manière d'entrer en relation est tout à fait différente des manières, disons, ancestrales qui ont fonctionné pendant des millénaires de notre manière d'entrer en relation. Donc c'est pour ça qu'à notre époque, on ne peut pas parler de personnes normales et personnes hypersensibles, parce qu'on ne sait tout simplement pas, et aucun spécialiste ne le sait, où est la norme. Qu'est-ce qui va être une personne normale et qu'est-ce qui va être une personne hypersensible. Disons, il y a des degrés, hein, il y a des personnes qui vont être à 2 sur 10 dans leur sensibilité, d'autres seront à 8 ou à 9 de leur sensibilité, mais tous, quelque part, pour de nombreux spécialistes, nous sommes engagés dans un processus, disons, entre guillemets, d'hypersensibilité. Et bien évidemment, les jeunes le sont encore plus, hein, apparemment, malgré qu'on a peu de statistiques, on a peu de données encore sur ce phénomène. Les jeunes le sont de manière, comment dire, extrêmement courante, même s'ils n'ont pas toujours été décelés. Et bien évidemment, dans le cas, et c'est pour ça que je voulais remercier les organisateurs pour le courage d'organiser ce genre de colloque, les jeunes hypersensibles en milieu ecclésial posent un réel problème. Alors, je me répète, mais dans les pays d'origine de culture catholique, comme en France, l'Italie, l'Espagne, il n'y a pas encore de grande prise de conscience, mais pour d'autres pays, c'est une vraie problématique de savoir communiquer avec les jeunes plus sensibles que la normale, on va le dire comme ça, hein, donc il dit hypersensible, souvent HPI, haut potentiel intellectuel. Il est difficile de communiquer avec eux, il est parfois difficile de les intégrer parce qu'on les prend souvent un petit peu pour, alors soit soupe au lait, soit manipulateurs, soit prétentieux, orgueilleux, etc. Donc ils sont souvent un petit peu en biais des rapports biaisés avec des personnes, disons, moins sensibles qu'eux, disons, dans la norme, dans la normale. Donc, bien évidemment, c'est un véritable débat qu'on ne va pas clore ici dans les 2 heures de nos réunions, hein, j'imagine, mais qui est intéressant d'ouvrir pour savoir qu'est-ce qu'on fait déjà avec les personnes hypersensibles en milieu ecclésial, quelles sont les relations qu'on peut entretenir avec eux, et bien évidemment, surtout pour les jeunes hypersensibles qui, eux, ne connaissent pas toujours cette hypersensibilité. Il n'y a pas toujours de dialogue en milieu ecclésial, donc ce qui nous pose vraiment un problème de taille, disons un défi de taille pour, je pense, les années et les décennies à venir. Voilà, alors je ne sais pas où en sont mes collègues Leslie et Marc, bien évidemment, parce que je suis arrivé en pleine réunion, donc je vais leur laisser la parole. Oui, j'avais juste commencé à dire ce qu'était l'hypersensibilité. Donc, on attendait justement ton introduction générale. Merci. Donc, je vais poursuivre du coup. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'hypersensibilité n'est pas une pathologie. C'est un trait de caractère, une façon d'être au monde. Voilà, petit rappel, donc on a vu tout à l'heure que ça concernait une personne sur 5, donc environ 15 à 20%, mais peut-être Marc, tu dirais qu'il y en a un peu plus que ça. Oui, parce que la difficulté, c'est d'évaluer justement cette hypersensibilité. Alors, lorsque on ne sait pas qu'on est hypersensible, cette très grande sensibilité est bien souvent considérée comme un lourd fardeau qui empoisonne la vie et nous donne l'impression d'être bizarre, un peu différent, voire anormal. Elle peut pourtant être aussi une véritable force, on le verra plus tard, et une merveilleuse façon d'être au monde. Monde qui aujourd'hui a bien besoin de gens dotés d'une grande sensibilité, justement. Donc, je disais aussi qu'il y a autant d'hypersensibles que d'hypersensibilité. Donc, on va voir un petit peu les traits, les signes de l'hypersensibilité. Avant cela, c'est vrai qu'on peut faire une distinction entre l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Même si ça se rejoint beaucoup, on va parler d'hypersensibilité par rapport à la manière de ressentir profondément tout ce qui nous entoure. Tandis que l'hyperémotivité va concerner davantage la manière d'exprimer les émotions.
Donc, l'hypersensibilité est plus dans le ressenti, l'hyperémotivité dans l'expression. Voilà. Alors, les personnalités hypersensibles donc, se caractérisent par 4 grandes particularités et ensuite, on va voir les signes relatifs à l'hypersensibilité. Donc, les 4 grandes particularités sont sensorielles, exacerbation d'un des 5 sens, voire tous les 5 sens, comme si le corps n'était pourvu d'aucun filtre, protégeant donc les stimulations extérieures. Émotionnel, pour la deuxième grande particularité, forte réactivité émotionnelle, l'impression de tout prendre en plein cœur. Intuitive, troisième particularité. Donc, les hypersensibles sont guidés par leur cœur, ils sont comme en connexion avec ceux qui les entourent, ce qui les amène souvent à ressentir les choses avant de les intellectualiser. Et quatrième grande particularité, cognitive. Donc, les neurosciences ont mis en avant une forte connectivité neuronale chez les personnes hypersensibles. Marc en parlera tout à l'heure. Les informations fusent, s'associent et se confrontent en permanence. Alors, on va voir les signes relatifs, mais ils sont donc exhaustifs, ils sont non exhaustifs plutôt, et on n'est pas obligé d'avoir tous ces signes. Donc, on va avoir une connexion extrême aux émotions d'autrui. Donc, bien sûr, les 4 particularités donc, vont rejoindre tous les signes que j'ai évoqués. Donc, une connexion extrême aux émotions d'autrui. Donc, les hypersensibles absorbent les émotions des autres, ce qui a pour effet d'ajouter la tristesse, la colère, la joie, etc., des autres aux leurs et de contribuer encore plus à la contagion émotionnelle. Donc, il y a une forme d'hyperstimulation du système nerveux qui est sollicité par des informations diverses, des stimuli internes donc, qui viennent de soi et qui viennent des autres ou de l'environnement. Donc, cette hyperstimulation va les amener à ressentir des hyper-émotions, ce qu'on disait tout à l'heure, donc vraiment de ressentir de façon beaucoup plus importante et intense que les autres personnes les émotions. Donc, décuplées, que ce soit des émotions dites douloureuses ou au contraire positives ou en tout cas agréables. Donc, on parle aussi d'empathe. Donc, on peut parler d'hyper-empathie par rapport à ça. Alors, un autre signe, c'est la fatigue récurrente, le trop-plein d'émotions, de sensations, fatigue mentalement et physiquement les hypersensibles. Ils se sentent régulièrement vidés. Un autre signe, les sens sont hyper développés. Bruit, lumière, mouvement, texture, odeur peuvent être perçus avec une grande intensité. Donc, ça dépend. Ça peut être un seul sens qui soit surefficient, mais en tout cas, ils sont plus subtils ou développés. Un autre signe, la grande intuition. Le contact direct et puissant avec les émotions va développer de l'intuition chez les hypersensibles, comme un 6e sens, mais le décryptage des messages n'est pas toujours évident. Un autre signe, c'est le besoin d'isolement pour apaiser justement, pour s'apaiser face aux multiples stimulations du monde. Les hypersensibles vont avoir besoin de s'isoler régulièrement, en tout cas s'ils en ont conscience, parce que parfois peut-être ça peut au contraire amener de la surcharge, mais il y aura ce besoin de s'isoler. Donc ça peut être perçu comme un comportement timide ou de l'introversion, mais c'est vraiment un besoin de retrait régulier pour justement se recharger, en tout cas s'extraire de cette hyperstimulation. Et ils ont une grande capacité justement d'introspection. Un autre signe, c'est l'attention aux détails. Les hypersensibles sont très attentifs à vraiment des choses très précises dans tout ce qui les entoure. Ça les rend très méticuleux, ce qui peut agacer parfois l'entourage. Un autre signe, c'est la vivacité de réaction. Donc, l'hypersensibilité est à l'origine de réactions réflexes, comme par exemple des larmes irrépressibles et soudaines, des micro-expressions émotionnelles, des réponses un peu automatiques. Voilà, donc ils peuvent pleurer souvent,
ça a office de décharge émotionnelle. Donc, ça dépend aussi de l'éducation, bien sûr. Et parce que Marc, Frédéric parlait de parfois la censure, ou par exemple pour les hommes, voilà, on va leur dire qu'un homme ne pleure pas, donc ça va inhiber peut-être certaines choses qu'il pourrait faire habituellement. Voilà, donc les larmes évacuent les hormones du stress, hein. Donc ça peut être une caractéristique, hein, de pleurer souvent. Parfois, les décisions sont plus longues à prendre parce que pour prendre une décision, on a besoin aussi des émotions. Et donc, quand les émotions sont très intenses, il est difficile parfois de se décider. Donc, c'est un problème pour les hypersensibles, parfois. Les émotions désagréables et les contrariétés sont persistantes, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps à digérer donc, ces informations et elles durent plus longtemps en général chez les hypersensibles, donc tous les ressentis désagréables. Les critiques, les conflits et les reproches les blessent plus. Ils vivent très mal les critiques et ils sont vite déstabilisés par l'afflux des émotions désagréables. Et puis, les blessures morales infligées sont plus longues à se refermer. Donc, c'est aussi, on va aussi retrouver plus de stress et d'anxiété en fonction des expériences passées. Ils peuvent être plus anxieux par défaut quand ils ont connu des situations difficiles dans le passé, des traumatismes. Il y a une captation des signes de détresse et d'inconfort présents et futurs chez les personnes qu'ils côtoient. Donc, ils vont être plus empathiques et bienveillants, très prévenants. Voilà. Et par rapport donc aux émotions vécues fortement, il peut y avoir une irritabilité extrême du fait du stress, de la fatigue, du surplus émotionnel. Ils peuvent se sentir souvent irrités. Voilà, donc la question du retrait, du calme, donc travailler par exemple dans un espace clos ou se retirer quand il y a un surplus émotionnel, ça permet aussi de réguler son stress et les émotions, dont l'irritabilité par exemple. Les livres, les films, les musiques les touchent particulièrement. Donc, c'est vrai qu'on est tous touchés plus ou moins par la musique, par tout ce qui est culturel, mais l'hypersensibilité décuple l'intensité des émotions véhiculées par ces éléments-là. Voilà un petit peu ce que je peux rajouter avant de passer la parole, Marc, qu'il existe plusieurs formes d'hypersensibilité. C'est vrai qu'il y a un tronc commun. Alors, c'est Anne Landry, une psychanalyste, qui distingue, elle, l'hypersensibilité classique de l'hypersensibilité dite empathique. Donc, tout simplement, un petit exemple concret pour différencier ces deux formes d'hypersensibilité. Elle dit, par exemple, lorsque l'on assiste à un accident de voiture, une personne hypersensible va être sous le choc toute la journée et repenser à la violence de la situation, réentendre le bruit de l'impact, les cris ou encore le brouhaha ambiant, tandis qu'un hypersensible empathique va quant à lui s'identifier aux victimes, vivre l'état émotionnel des personnes concernées par l'accident. Donc, voilà un petit peu la distinction qu'on peut faire. Voilà un petit peu les signes. Donc, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas mis. Il y a beaucoup d'éléments, hein. Par exemple, les hypersensibles sont souvent perfectionnistes aussi. Elles attendent trop d'elles-mêmes, ce qui entraîne aussi du découragement, un sentiment d'incapacité, parfois le syndrome de l'imposteur qui se retrouve, un manque de confiance et d'estime d'eux-mêmes. Donc, ils cherchent beaucoup à être aimés, à être parfaits. Voilà, il y a pas mal de sensibilité au jugement d'autrui. Voilà. Et ce sont des personnes qui ont soif de connaissances, qui sont passionnées, voilà, qui ont beaucoup de centres d'intérêt, qui ont une pensée qu'on dit en arborescence, qui font des liens, justement, des connexions assez importantes, qui s'émerveillent de peu de choses, qui sont reconnaissants de la beauté du monde. Donc, vraiment, voilà, très sensibles sur le plan physiologique, physique, émotionnel, relationnel.
Est-ce que Ouais. tu peux Oui. expliquer juste, Leslie, le syndrome de l'imposteur dont tu viens de faire mention? Alors, rapidement, parce que c'est vrai que c'est un élément parmi d'autres, mais c'est simplement le sentiment de ne pas être légitime. Enfin, en gros, donc, de ne pas justement avoir les compétences, enfin, se sentir pas à sa place alors qu'on est tout à fait à sa place. Enfin, voilà, je ne sais pas si Marc, les deux Marc vont rajouter peut-être quelque chose, mais en deux mots, voilà, c'est un peu ça. Parce qu'il y a pas mal de choses après, donc je laisse la place aussi à Oui, Marc. peut-être pour le Peut-être que tu vas syndrome compléter. Voilà. Oui, juste avant de laisser la parole à Marc, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un film, comme Leslie le dit, typique de l'hypersensibilité, parce que ce sont souvent des gens qui sont assez doués. S'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont l'impression, en fait, d'avoir gagné leur poste, par exemple au travail ou dans Dieu sait quel domaine, de manière fortuite et qu'ils sont. Oui. C'est pas grâce à eux, Mm. c'est tombé comme ça, voilà. Donc ils ont l'impression parfois, c'est assez complexe comme sentiment, d'être des imposteurs. Oui. C'est très typique. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait que les hypersensibles qui en souffrent. Je Non, pense non, qu'il y c'est a un d'autres syndrome personnes. qui est oui, Oui, voilà, qui est transversal. relatif. Tout à fait, voilà. Mais c'est vrai, comme Leslie souligne, beaucoup de personnes hypersensibles souffrent vraiment de ce syndrome, donc assez particulier et qui chez eux peut aller très loin. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Marc. Et on peut le voir aussi comme une fuite en avant. Ça me fait penser du coup à une jeune fille qui dans mon ancienne église. Et du coup, elle avait fait un super beau chant. C'était génial. Enfin, elle avait une super belle voix. Donc, à la fin du coup de son chant, je suis allé la voir. J'ai dit, franchement, tu as une très belle voix. Tu vas très bien chanter. Et c'est vrai que la première chose, c'était bah, ah, mais c'est pas moi, merci Seigneur. Et ouais, c'est un peu dans ce sens-là où ils ne vont pas forcément intégrer finalement le compliment avec presque voilà, un comportement assez automatique, une fuite en avant, on va attribuer à soit un événement extérieur, soit ah, mais si j'ai bien chanté, c'est parce que le musicien, le pianiste m'a bien accompagné, c'est pas moi. Non, si, tu as une belle voix, c'est ta voix, c'est à toi, ce sont tes compétences. Donc vraiment, ce comportement à ne pas finalement comment dire, Reconnaître. habiter et reconnaître finalement la compétence pour pouvoir finalement la vivre. Et on peut finalement la remplacer avec une sorte de fausse humilité. C'est pas forcément de l'humilité, c'est une fausse finalement humilité. Et ça peut avoir finalement des répercussions, comme disait Marc, sur soit une promotion professionnelle, c'est que c'est des personnes qui ne vont pas forcément être dans une entièreté. Je disais souvent à une personne à une de mes connaissances, c'est la différence entre s'habiter pleinement ou être à moitié pleinement, en fait. Mhm. Et c'est là, donc le syndrome de l'imposteur est dans cette dualité entre est-ce que je dois m'habiter pleinement ou est-ce que je dois être dans l'à peu près de soi, l'à peu près de notre identité. Alors, je vais poursuivre la partie un peu plus neurosciences, parce que c'est un peu mon cœur de métier. Alors, j'ai préparé quelques diapos. Alors, je ne sais pas si je peux du coup faire le partage d'écran. D'accord. Alors, avant de vous présenter les quelques diapos que j'ai pu du coup faire, franchement, cette présentation, je l'ai pas, je l'ai pas préparée comme les autres que je faisais, du coup, soit avec Leslie ou d'autres personnes, avec voilà, une partie très, finalement, très précise, avec des articles, parce qu'en fait, c'est un peu mon histoire de vie. C'est un peu mon histoire de vie, mon fonctionnement aussi. On a un peu parlé avec Marc et Leslie quand on a du coup préparé cette présentation. Donc, la première chose, alors quand finalement, juste vous présenter donc, le diapo, je ne sais pas si vous voyez, tac, normalement, je pense que c'est bon, vous voyez? Alors, est-ce que vous voyez, c'est bon? Oui, on le voit. Super. Alors, quand du coup, Christine m'a proposé de participer à cette présentation, alors le premier état dans lequel je me suis trouvé émotionnellement, c'est cet état. J'étais comme ça. Je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être dans un désert. Dans un désert parce que, en fait, finalement, c'était un peu mon parcours.
quand j'étais jeune. Je me souviens, j'avais quel âge? J'avais peut-être 9 ans. 9 ans et j'étais un enfant qui était dans la lune. Enfin, un enfant, enfin, vraiment des troubles de l'attention. Ouais, j'étais vraiment perdu. Et mon prof, je me rappelle, à chaque fois, mon prof de CE2, parce que j'étais dans une classe du coup à double niveau, et mon prof de CE2 a fait l'erreur de me mettre près de la vitre. Voilà, pour un enfant qui est dans la lune, on le met près de la vitre, mais c'est sûr qu'on le perd. Alors moi, au lieu d'écouter finalement mon prof, je regardais les nuages, je regardais du coup les grues, donc je m'imaginais en dehors de la classe et ça agaçait fortement mon prof, si bien qu'à à la fin de l'année, il nous a fait un cadeau. Et vous voyez, c'était des cadeaux, j'en ai retrouvé d'ailleurs, j'ai acheté un livre pour mon fils, c'est comment dire, c'est des monsieur, madame, oui, monsieur, madame, rapide, monsieur, madame, lent, voilà. Alors moi, il m'a acheté, je vous laisse, je vous laisse du coup peut-être deviner. Alors moi, il m'a acheté le livre, c'est Monsieur Tête en l'air. Parce que voilà, il me dit, tiens Marc, j'ai trouvé ça, c'est vraiment toi. Ça te correspond, Monsieur Tête en l'air. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me poursuit un peu, voilà, c'est être un peu rêveur. Mais l'une des capacités que j'avais quand j'étais petit, c'est que dès que j'arrivais dans une pièce, enfin, dès que j'arrivais finalement en classe, quand j'étais en primaire, je savais déjà, peut-être une semaine après la rentrée, je savais déjà finalement qui allait être copain avec qui, sur qui il fallait un peu se méfier, parce que lui, voilà, sur qui je pouvais compter pour telle et telle matière. Enfin, parce que j'avais une lecture émotionnelle qui était une analyse sociale, une lecture émotionnelle qui était assez développée. On le retrouve hein, chez les personnes qui ont cette hypersensibilité, cette capacité à pouvoir finalement cartographier, on va dire, c'est comme finalement, on va dire, une sorte d'infrarouge. Ils arrivent dans une pièce, ils arrivent déjà à cartographier ce qui se passe sur le plan des interactions, sur le plan émotionnel. Et là, je trouve que c'est quand même une assez grande capacité. Ça m'a permis voilà, de pouvoir me faire voilà, plein d'amis ou finalement ben, développer de bonnes relations. Et donc, voilà, j'étais un peu dans cet état avec ces souvenirs, quand Christine m'a proposé finalement de parler de cette présentation. Et ensuite, voilà, c'est au fur et à mesure des semaines, je me suis senti dans cet état. Voilà. Après ma recherche de désert, je me suis dit, OK, j'ai trouvé un point d'oasis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis replongé quand j'étais en Master 2, donc dernière année de neuropsy à Paris Descartes. Et j'étais du coup en grande difficulté parce que, en fait, dans mon stage, ça se passait très mal. Parce que ma tutrice de stage était, entre guillemets, je ne dirais pas forcément jalouse, mais elle était envieuse des capacités que j'avais. Et donc, du coup, elle me mettait réellement en difficulté. Si bien qu'elle n'avait pas validé mon stage. Et si je ne validais pas mon stage, je n'allais pas avoir mon diplôme. Mais en fait, cette épreuve m'a permis de me questionner sur moi-même, de me dire, ouais, mais attends, c'est bizarre. Parce qu'en fait, ma tutrice de stage, me dit, mais Marc, j'ai l'impression que tu n'as pas le niveau d'un L1 de psychologie. Et je me dis, franchement, elle est allée dure. L1, elle aurait pu dire, je ne sais pas, L3 ou Master 1. Elle a dit, non, L1, tu n'as pas le niveau d'un étudiant de première année. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai essayé de me questionner, d'aller voir finalement des professionnels, des médecins, des psychiatres, et j'ai fait des évaluations. Et c'est là qu'ils ont diagnostiqué, comme disait Marc, que j'étais du coup HPI, donc haut potentiel intellectuel, mais aussi avec une hypersensibilité. Et là, délivrance. Délivrance. Je voulais même retrouver mon prof de CE2 pour lui dire, mais en fait, non, j'étais pas tête en l'air. C'est juste que j'étais HPI. Je voulais parler à tous mes copains pour dire, mais en fait, j'étais pas en difficulté. Si j'avais du mal à m'insérer dans un groupe, c'est parce que j'avais cette particularité. Mais je ne pouvais pas, parce que finalement, elles étaient déjà loin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire finalement avec ce… pour l'instant, pour moi, je le prenais comme un fardeau. C'était quelque chose qui était assez lourd parce que je ne savais pas forcément comment le gérer. Et j'imagine souvent cette particularité avec cette image. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est comme si vous avez un moteur, pour ceux qui aiment bien les voitures, un V6, un moteur super puissant, mais c'est dans une petite coccinelle. Voilà, vous avez un gros moteur, mais dans une voiture qui a du mal finalement à avancer. Et bien, c'est dans cet état qu'on peut des fois se ressentir pour les personnes qui ont soit une hypersensibilité ou qui sont HPI.
cette impression de ne pas être, comme disait Marc, de ne pas être à leur place. À leur place, tant sur le plan dans les relations sociales, mais aussi, vous voyez, sur le plan de ce qui se passe un peu plus là-haut. Parce qu'en fait, il y a cette arborescence, cette hyper-stimulation, et ces personnes ont souvent l'impression qu'il y a un feu d'artifice en haut et qui ont du mal forcément à pouvoir gérer toutes ces stimulations. Il y a un certain auteur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui a un peu du coup parlé de cet élément en parlant finalement de la genèse de l'empathie, la genèse de l'émotion. Avant de parler finalement voilà, de ce conférencier, de ce psychiatre, j'aimerais juste vous présenter en fait voilà, l'arborescence finalement de l'émotion. Et pour vous, finalement, j'aimerais aussi qu'on puisse réfléchir à quelle est la définition de l'émotion. Comment on pourrait définir l'émotion? Alors, j'aimerais juste demander peut-être à une ou deux personnes s'ils peuvent du coup nous dire pour elles comment elles pourraient définir l'émotion. Moi, bonjour. Moi, c'est Sylvie Tondon. Bonjour, Marc. L'émotion, pour moi, c'est des montagnes russes, en fait. J'ai l'impression par moment de monter par des choses très high, quoi, où je suis stimulée, voilà, je suis bien, mais d'une façon comme si j'atteins un paroxysme de bien-être. Et puis par moment, peut-être par rapport à mon environnement qui ne comprend pas toujours, eh bien, je redescends. Mais bon, avec le temps, maintenant que j'approche de la cinquantaine, grâce à Dieu, je retombe sur mes pieds là. C'est sûr que vous mettez les mots sur ce que j'ai pu ressentir. Voilà. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu dis qu'il y a cet élément de montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, cette sensation finalement de passer d'une sensation à une autre assez rapidement. Je ne sais pas, mais selon les événements, de passer du coup d'une sensation à une autre de haut ou de bas. Et ça peut être du coup des fois, comme tu dis, désagréable pour toi ou pour ton entourage. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis, hein. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est D'accord. ça, c'est-à-dire que c'est souvent mon entourage au niveau de travail, la famille sans s'en rendre compte, hein, parce que j'ai quand même une famille sympa, mais la famille sans s'en rendre compte, je sais pas, des collègues, enfin, j'ai l'impression qu'être hypersensible, c'est, bon, on se bat tous dans cette vie, mais c'est vraiment se battre pour être soi, en fait, et pour imposer ce qu'on est. Ouais. Alors, ce que tu dis est vraiment pertinent. C'est pour ça que j'ai essayé finalement de présenter les slides assez rapidement pour qu'on puisse vraiment partager du coup un échange. Parce que je pense que c'est intéressant qu'on puisse vraiment échanger tous les trois, tous ensemble sur cette notion. Ce que tu dis est intéressant dans le sens où c'est un combat, donc une lutte pour pouvoir finalement être soi. Se valider, l'importance finalement de s'accueillir. Et c'est vrai que tu vois, donc, dans la définition de l'émotion, on voit dans la rosace, l'intérêt de l'émotion, il y a plusieurs couleurs, plusieurs angles. Et en fait, selon la définition de l'émotion vient du latin, du grec motare, qui veut dire du coup un mouvement, une impulsion. Et donc le préfixe vers l'extérieur. Donc, c'est un mouvement, une pulsion qui nous emmène à dégager une action qui est projetée vers l'extérieur. Et bien souvent, quand on a cette hypersensibilité, ou qu'on est HP, ou qu'on a cette hypersensibilité, eh bien, ces mouvements sont pluriels. Et non seulement elles sont plurielles, mais elles sont aussi de la même intensité. Et c'est pour ça finalement que Leslie a dit que des fois, il y a cette difficulté à pouvoir prendre des décisions, mais ça s'explique sur le plan au niveau neurosciences. Je vais vous montrer du coup une cartographie du cerveau, on le voit. C'est que pour prendre une décision, il faut qu'il y ait une impulsion électrique qui soit plus importante qu'une autre pour pouvoir discriminer, pour dire, ah tiens, c'est cette décision que je vais prendre parce que du coup, c'est clair et c'est limpide. Mais quand on a finalement des impulsions qui sont plurielles, qui sont à la même fréquence, à la même intensité, eh bien, on a du mal à choisir, à discriminer ce qui est plus important et moins important. Alors, dans la citation donc, de Boris Cyrulnik, il dit que la résilience, il y a un mot qui est coupé, mais il dit que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Ben, ça. Et je trouve cette citation intéressante parce que pour les personnes qui sont hypersensibles, il y a cette notion aussi de résilience. Parce que ce n'est pas facile déjà quand on ne sait pas qu'on a cette particularité, quand maintenant on sait qu'on a la particularité et quand on commence à cheminer avec.
il faut beaucoup finalement de résilience. Et il a mis en évidence, en tout cas ce psychiatre a mis en évidence que chez l'enfant, le cerveau se développe de différentes manières. Euh, Avant que le cerveau, donc on sait que la base du langage, c'est dans l'hémisphère gauche, si on parle maintenant de neuroplasticité, mais il dit qu'en fait, dans l'hémisphère droit, c'est lui qui gère en fait tout ce qui est donc habilité spatiale, reconnaissance des visages, intégration et réception des stimulations sensorielles, ça peut être la musique, le toucher. Et en fait, plusieurs chercheurs et psychologues ont axé du coup leur axe de recherche sur la notion d'intelligence émotionnelle, sur l'empathie, et ils ont vu en fait que l'hémisphère droit était le siège et le cœur du développement de l'empathie. Alors, je vous donne du coup un exemple. Donc là, juste pour vous montrer que voilà, la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, on voit bien que l'hémisphère droit, il y a le siège donc, de la globalité, de l'intuition, de la créativité, de tout ce qui est côté artistique et l'émotion. Ce qui est intéressant, c'est que l'émotion est reliée à tout ce qui est la créativité, l'intuition. Et souvent, les personnes qui sont hypersensibles, qui ont cette hypersensibilité, ont aussi une intuition qui est développée. C'est-à-dire ils peuvent ressentir des choses sans pour autant donner une explication précise. Et on le voit souvent comme disait Marc, soit pour les jeunes à l'église, mais aussi dans le système scolaire qui malheureusement ne développe pas cette particularité. Souvent, je me rappelle quand j'étais j'étais en terminale S et j'étais frustré parce que quand il fallait, je connaissais la réponse dans les devoirs de maths, je connaissais la réponse, mais de manière instinctive, mais je n'arrivais pas à arriver comment dire, à faire le raisonnement. Et donc, du coup, en maths, si tu ne fais pas le raisonnement, même si tu as la réponse, eh bien, tu n'as pas forcément les points. Et c'est vrai que moi, ça a eu quand même un impact. J'étais assez frustré parce que je me disais, mais attends, je suis bête ou quoi? Je connais la réponse, mais je n'arrive pas à trouver le raisonnement. Mais c'est parce qu'en fait, l'hémisphère droit est riche voilà, développe cette intuition. Et les personnes qui sont hypersensibles ont une intuition qui est développée. Ils peuvent ressentir des choses sans pour autant finalement donner une explication bien précise. Et en fait, Boris Cyrulnik dit que finalement, très tôt chez l'enfant, l'attachement est présent dans la relation, du coup, dans la dualité avec la mère. Et en fait, les bases de l'attachement vont venir stimuler l'hémisphère droit. Par exemple, il disait dans une de ses conférences, imaginons que l'enfant qui ne sait pas encore parler, donc il n'a pas encore enfin, qui sait pas encore parler, il sait communiquer, mais il n'a pas forcément le langage, donc le cerveau gauche n'est pas encore développé. Il peut comprendre la communication qu'il reçoit par sa mère, par son toucher, par finalement la prosodie, par l'intonation, par le regard. Et en fait, il disait que le fait que sa mère, par exemple, tienne son enfant, le caresse, le borde, lui dit « Ah, mais tiens, tu as mal au ventre, mon petit, donc je touche ton ventre. Tiens, je vais te donner le sein parce que je sais que le sein est bon pour toi. » Et qu'elle lui dit « Voilà, tu es précieux à mes yeux, je t'aime, tu vas voir, tu n'auras pas mal au ventre. » C'est simple, ce type de comportement va développer en fait l'hémisphère droit, qui est, comme je l'ai dit, qui est la base de la créativité, de l'intuition, de la sensibilité, et va être finalement les prémices de l'attachement, et aussi va permettre de développer ce qu'on appelle aussi l'hémisphère gauche, qui est donc le siège du langage, le siège du raisonnement, le siège finalement de la pensée. Et dit en fait que cet hémisphère droit permet finalement de pouvoir être en connexion, donc permet à l'enfant d'être en connexion avec la mère, d'être dans cette contenance psychique et émotionnelle, mais permet aussi le déploiement pour plus tard d'une stabilité psychologique et émotionnelle. Et plus tard, des neuroscientifiques vont finalement développer des recherches autour du siège de l'émotion, du siège de l'empathie. Et plusieurs recherches ont été mises en place, notamment en 1979, de manière assez fortuite. C'est sur des lésions qui ont été faites au niveau de l'hémisphère droit. Ils ont remarqué que les personnes qui ont des lésions, donc les patients qui ont eu des lésions au niveau de l'hémisphère droit, eh bien, avaient du mal à pouvoir décoder les relations, décoder finalement les messages un peu implicites, savoir finalement pouvoir s'intégrer finalement dans un groupe, décoder finalement quand une personne est triste, quand une personne du coup est en colère, pouvoir adapter aussi le comportement par rapport finalement à un groupe social. Et ils ont vu par rapport à cela
ils sont allés plus loin dans leur recherche et ils ont vu que finalement, le siège de l'émotion, qu'on appelle le système limbique, et qui comprend ce que vous voyez du coup au centre de l'image, c'est l'amygdale, l'hippocampe. Et normalement, il y a l'amygdale, l'hippocampe et une autre cercle, mais on ne voit pas sur cette image. Mais ils ont vu que finalement, l'amygdale et l'hippocampe étaient le siège finalement de l'empathie. Le siège finalement de l'empathie. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que l'empathie, ça définit finalement comme dans du grec pathos, donc être dans la souffrance de l'autre, ressentir finalement la souffrance de l'autre. Ils ont vu que cette structure cérébrale permettait finalement de pouvoir recevoir les informations émanant du cortex sensoriel. Donc, ils disaient que le lien entre le cortex sensoriel et l'amygdale permettait finalement aux personnes de comprendre la lecture de l'autre, d'être dans une empathie. Et donc, voilà, donc plusieurs psychopédagogues, plusieurs psychologues ont notamment fait des recherches sur l'intelligence émotionnelle et donc du coup sur cette structure. Et ils ont remarqué que les personnes qui développent cette hypersensibilité avaient des projections plus étendues, plus développées au niveau de cette zone-là, finalement, au niveau de l'amygdale et du cortex cérébral. C'est-à-dire que les informations sensorielles qui émanent du cortex préfrontal vers l'amygdale étaient plus fortes, plus étendues chez les personnes qui ont cette hypersensibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il y a l'hippocampe dans ce sens, on peut me dire. Alors, l'hippocampe est le siège de la mémoire émotionnelle. Et cette mémoire émotionnelle est importante pour pouvoir finalement encoder des informations et avoir finalement une réponse adaptée. Alors, ce qui est comment dire, problématique ou pertinent chez les personnes qui ont cette hypersensibilité, c'est qu'en fait, l'hippocampe aussi est très stimulé. Alors, quand finalement on rentre, par exemple, soit dans une pièce, quand on rentre finalement, quand on est dans un groupe social ou dans un environnement où on a cette hyperstimulation au niveau sensoriel, eh bien oui, l'hippocampe va pouvoir du coup intégrer toutes ces informations. Mais en fait, ce renvoi finalement d'informations sensorielles crée une saturation qui fait en sorte que des fois, on a du mal à pouvoir avoir un comportement adapté tellement qu'il n'y a pas assez de filtres et trop de stimulation qui arrivent. Dans cette slide en fait, suivante, on voit aussi une autre notion qui est importante, qui est celle en fait du neurone miroir. Alors, le neurone miroir, c'est comment dire, c'est une capacité qu'a notre cerveau notamment à développer l'empathie, mais aussi à pouvoir ressentir ce que ressent la personne et avoir aussi un comportement adapté. On le voit par exemple, je vous donne un exemple, on voit par exemple chez l'enfant où si le simple fait de pouvoir imaginer, par exemple, si mon enfant voit quelqu'un en train de faire une action ou en train de manger quelque chose, le simple fait de pouvoir imaginer la chose, eh bien, active les mêmes circuits cérébraux que si la personne fait cette action. Je vous donne un exemple. Si par exemple, ma belle-mère par exemple me regarde en train de prendre cette bouteille, eh bien, le fait de regarder cette action va activer au niveau du cerveau les mêmes neurones qui finalement sont utilisés pour faire cette action. Et en fait, on remarque que chez les personnes qui ont cette hypersensibilité, eh bien, il y a aussi une activation un peu plus importante de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, c'est vrai que le fait de connaître ça sur le plan des neurosciences, c'est beau, c'est scientifique, c'est aussi concret. Mais sur la pratique, comment du coup utiliser ces spécificités? Le fait de pouvoir savoir qu'on a au niveau du cerveau cette particularité, savoir que il y a des projections qui sont beaucoup plus importantes au niveau de l'amygdale vers le cortex préfrontal, le fait de savoir que les neurones miroirs sont pas forcément beaucoup plus développés, mais qu'il y a une stimulation qui est différente au niveau de ces des neurones miroirs, comment du coup pouvoir maintenant, au quotidien, pouvoir adapter et pouvoir du coup continuer à pouvoir vivre une vie épanouissante. C'est vrai qu'on peut comprendre que ça peut être du coup un atout, mais pour certaines personnes, ça peut être aussi un frein. Quand je dis un frein, ça peut être aussi une difficulté. Une difficulté si on n'arrive pas à avoir les bons outils pour pouvoir finalement utiliser ses compétences et ses capacités. Et il y a une école qui a été montée aux États-Unis. Alors, ce sont deux
deux scientifiques qui ont monté une école qui est basée sur l'intelligence interpersonnelle. Alors, j'ai oublié de mettre leur nom. Alors, c'est Thomas Hatch et j'ai oublié le deuxième, je crois que c'est Joshua Gardner. Et en fait, ils ont donc développé une école qui était différente en fait des écoles assez classiques, hein, basées que sur l'intelligence, du coup, que sur le QI. Ils ont dit, bon, on va faire autre chose. On va aussi utiliser les compétences émotionnelles des enfants pour finalement leur permettre de se réaliser. C'est intéressant cette phrase. Et en fait, ils ont vu dans cette école que euh, l'objectif et ce qu'ils ont pu faire avec ces enfants, c'est de pouvoir développer leur intelligence interpersonnelle, donc l'intelligence émotionnelle, utiliser leur capacité à être hypersensible, à pouvoir finalement faire des choses qui ont de la valeur pour eux. Ils ont vu en fait que certaines personnes, ils ont étudié, ils ont suivi sur plusieurs années, et ils ont vu en fait que ces personnes ont développé des capacités comme finalement celles à organiser les groupes, la capacité finalement à être leader. Ils ont développé aussi d'autres capacités à pouvoir négocier des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, négocier des émotions, c'est des personnes qui ont été à des postes ou à des postes stratégiques où ils ont pu finalement être l'intermédiaire entre deux types deux types de structures, deux types de fondations, parce qu'ils ont pu développer finalement cette capacité à pouvoir négocier les émotions, donc à décoder l'émotion chez l'autre, à pouvoir le ressentir, à pouvoir le verbaliser et à pouvoir trouver du coup un terrain d'entente avec d'autres types de personnes. Ils ont pu aussi développer la capacité à établir c'est par exemple qui ont pu développer la capacité à établir des relations qui sont durables. Donc, en fait, ils ont axé finalement leur pédagogie sur le fait de pouvoir être vrai avec l'autre, être vrai avec soi. Ils ont remarqué aussi que les personnes qui sont sorties de cette école parce qu'ils ont pu développer leur hypersensibilité, ils ont pu développer la capacité d'analyse sociale. Et c'est important finalement. Et on remarque que cette capacité, on la rencontre chez des personnes qui sont dans le conseil, des personnes qui sont soit dans l'aide, dans les relations humaines, la capacité à pouvoir décoder la lecture du groupe et à pouvoir du coup apporter une aide concrète aux personnes. Donc, voilà, je vous ai dressé un peu le panel sur le plan des neurosciences, sur l'hypersensibilité au niveau cérébral, comment ça se développe, comment ça se met en place. Je vais laisser peut-être Marc poursuivre sur la partie un peu plus sociale et culturelle. Mais on voit bien que déjà, dans cet axe-là, le fait de pouvoir connaître cette sensibilité, pouvoir l'accueillir, et peut après nous permettre de pouvoir trouver des stratégies pour, comme disait Sylvie, être soi et se révéler. Ok, eh bien, je ne sais pas si tu voudrais que je prolonge là-dessus, Marc, peut-être. Effectivement, ce que vient de dire Marc est important. Il m'a suggéré de voir un niveau un petit peu culturel, sociétal. Alors, il faut savoir que l'école dont il parle, qui est une école qu'on trouve aux États-Unis, école spécifique. Vous savez, les Américains font toujours, de manière un petit peu différente en Europe. Il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Europe, je parle de l'Europe du Nord surtout, bien évidemment, on tient compte de cette hypersensibilité. On suppose aussi que pour que cette hypersensibilité soit vite reconnue chez les jeunes enfants et surtout mise en relation avec les enfants dits, je mets bien entre triple guillemets, dits normaux ou disons moins hypersensibles, il faut savoir que dans ces pays-là, par exemple, des mesures drastiques ont été prises. Au Danemark, il existe un cours obligatoire pour tous les enfants, donc à côté des mathématiques, français du danois, donc d'histoire. Les enfants travaillent sur l'empathie et sur ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. C'est un cours obligatoire de 6 ans jusqu'à 16 ans pour tous les enfants dans les établissements scolaires pour justement pouvoir non seulement déceler, mais que ces enfants expriment leur hypersensibilité, mais en relation avec les autres. Parce que bien sûr, le drame qu'on pourrait risquer de rencontrer,
c'est une forme d'élitisme. Et bien sûr, je ne dis pas que cette école américaine travaille là-dessus, mais le problème, ce serait de rencontrer de faire une espèce d'élite d'hyper sensibles, souvent HPI, donc, au potentiel intellectuel, et par rapport à la pauvre norme qui, elle, serait un petit peu, disons, en arrière. Ça rejoindrait cette image des aristocrates que je vous donnais il y a quelques siècles. Ça, bien évidemment, dans beaucoup de pays du Nord, ça a été perçu. Donc, on ne compte pas de laisser les enfants, disons, hypersensibles séparer des enfants, excusez encore le mot, je le remets en triple guillemets, normaux, pour éviter un clivage, tout simplement. L'intérêt, c'est que l'hypersensibilité des uns, et Lamarck a souligné quelque chose d'important, c'est bien évidemment ces neurones miroirs. Les neurones miroirs permettent à, disons, une personne moins sensible et à une personne plus sensible, ces neurones miroirs permettent un échange quelque part. Ça va permettre à la personne hypersensible de l'être, entre guillemets, un petit peu moins, de rejoindre la personne normalement sensible, et ça va permettre à la personne normalement sensible de, je fais attention au terme, de s'élever un petit peu dans la direction de l'hypersensible. Ça veut dire que les deux vont pouvoir se retrouver sur un terrain commun, un terrain qu'on appelle l'intelligence relationnelle, un terrain commun où les deux vont y gagner. Donc, de ne surtout pas séparer, de cliver les uns et les autres, ni en classe, ni ailleurs, ni dans les églises, par exemple, ou on peut tout imaginer, même dans les facultés, et de réussir à faire que cela fonctionne, que les enfants, je répète, de 6 à 16 ans, donc à 16 ans, ce ne sont plus des enfants, qui puissent donc apprendre, année après année, à travailler ce relationnel, bien sûr, également interculturel, interethnique, etc., etc. Donc, ce que Marc souligne sur cette école, bien sûr, qui est très au point là-dessus, c'est que travailler le relationnel est, à mon sens, bien évidemment, le premier outil à développer pour les personnes hypersensibles, parce que ça se vit vraiment dans la relation à l'autre, aux autres personnes hypersensibles et aux personnes dites moins sensibles. Parce que des personnes hypersensibles, s'il n'y a pas un travail sur le relationnel en profondeur, c'est mon opinion, c'est l'opinion de beaucoup de collègues, il y a des conflits, j'oserais dire, quasiment inévitables. Parce que Leslie l'a bien souligné, Marc aussi, au niveau des émotions, cela va très vite. La moindre chose, les remarques, ça peut partir très vite. Je prends une expression familière en live, comme on dit familièrement, et ça va souvent extrêmement au détriment aussi bien de la personne hypersensible que de son interlocuteur, qu'il soit lui-même hypersensible ou qu'il soit, entre guillemets, normalement sensible. Donc, j'ose à chaque fois insister sur ce travail à faire en groupe, des formations professionnelles sûrement, ce travail à faire en groupe. Et les meilleurs résultats qu'on obtient, en tout cas dans les pays du Nord, c'est ce travail en groupe, en relationnel. Il faut savoir qu'en France, ce n'est hélas pas répertorié. Beaucoup de personnes hypersensibles et zèbres, donc HPI, HPE, se trouvent en psychiatrie, parce qu'elles tombent très très vite dans les dépendances. Des fois, ça peut être des dépendances simples, ça peut être des dépendances plus complexes. Il faut savoir que le cannabis, par exemple, régule une pensée en arborescence. Elle la transforme. Ça ne les rend pas plus bêtes, entre guillemets, mais ça leur donne une espèce de calme, comme certaines prises d'alcool. Donc, ce qui fait que très vite, les personnes hypersensibles contactent de l'alcool, du cannabis, par exemple, voire d'autres drogues plus dangereuses, vont se sentir extrêmement, dans leur assiette. Elles vont pouvoir se recentrer, elles vont pouvoir exprimer certaines choses qu'elles n'expriment pas en temps normal parce qu'elles sont souvent trop confuses émotionnellement parlant. Donc, beaucoup tombent effectivement dans les addictions, donc de produits, tombent dans des dépendances, d'autres dépendances. La dépendance est pour eux un dérivatif très important à leur hyper-émotivité. Et bien évidemment, le travail en groupe, la capacité d'échanger entre personnes hypersensibles avec aussi des personnes normalement sensibles,
c'est un des outils préconisés dans la majeure des pays, disons, d'Europe du Nord. C'est la première solution, un peu comme les personnes qui souffrent d'alcoolisme. On sait que les personnes qui souffrent d'alcoolisme, là, je dirais presque la seule et unique manière de s'en sortir durablement, c'est de rencontrer un groupe d'alcooliques anonymes, hein, voilà, ou d'autres groupes similaires, hein, j'entends bien. Donc, de trouver des personnes avec lesquelles elles ont ces points communs-là. Donc, et là aussi, essayer sans clivage. Il est important qu'une personne qui souffre d'alcoolisme, permettez-moi le parallèle bien évidemment, hein, puisse entrer en relation avec le monde dit normal, donc les personnes qui ne souffrent pas d'alcoolisme. On peut penser à leur famille, à leurs collègues de travail, etc. etc. Donc cette notion de relationnel, parce que c'est quand même aussi le thème de notre après-midi, hein, l'hypersensibilité et le relationnel. Le relationnel, à mon sens, et je me répète, beaucoup de spécialistes là-dedans le soulignent, reste des groupes de travail, des groupes de partage, des groupes de parole, pour que le lien se fasse entre personnes hypersensibles et surtout pour éviter toute forme de clivage avec les personnes normalement sensibles. On peut imaginer, parlons par exemple du milieu ecclésial, hein, qui est notre milieu. Imaginons qu'un groupe de personnes hypersensibles se retrouve entre elles, puissent s'entendre, ce qui n'est pas toujours le cas hein, d'ailleurs, mais enfin qu'elles puissent s'entendre hein, en étant par exemple au courant de leur sensibilité. Le clivage va se faire très vite. C'est pareil dans les facultés, c'est pareil à l'école. Le clivage se fait très vite et il peut y avoir une forme d'élitisme à la fois encouragée par les personnes hypersensibles elles-mêmes, mais aussi par les personnes normalement sensibles, hein, qui vont se dire, voilà, pour qui ils se prennent, est-ce qu'ils ne sont pas un peu orgueilleux, ils sont ceci, cela. Il peut y avoir très vite des malentendus assez basiques qui interviennent. Peut-être encore un dernier quelque chose que je voudrais souligner. Les personnes hypersensibles, vu qu'elles sont rapidement noyées par leurs émotions, sont très très vite victimes de ce qu'on appelle donc les biais cognitifs, hein, les distorsions cognitives. Elles les voient difficilement. Nous sommes tous, bien évidemment, victimes de nos biais cognitifs, mais les personnes hypersensibles ont du mal à les centrer parce que l'émotion dans laquelle elles vivent, hein, les biais émotionnels dans lesquels ils sont souvent prisonniers, leur permet pas de discerner qu'ils sont souvent prisonniers de leurs biais cognitifs, ce qui leur empêche de développer, hein, comme disait Marc, ils ont des grandes capacités, ça les bloque complètement dans leurs capacités, parce que quelque part, ils tournent quand même en rond, prisonniers il suffit d'une demi-douzaine de biais cognitifs, ils sont prisonniers de leurs biais, et ils peuvent tout simplement tourner en rond au niveau relationnel, au niveau de leurs capacités, au niveau de leurs projets, etc., etc. Il y a une espèce de boucle qui se fait. Ils sentent bien qu'ils sont capables de, mais ça tourne en rond. Et ça, bien évidemment, c'est les biais cognitifs. Les personnes normalement sensibles les ont aussi, mais la personne hypersensible, souvent omnibulée par son émotionnel, au sein du relationnel, ne voit pas, ne discerne pas souvent ces biais cognitifs. Donc c'est une vraie problématique aussi, ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de personnes hypersensibles n'arrivent pas à, disons, vivre pleinement les capacités dont Marc nous a parlé, hein, et qui sont de réelles capacités, ils n'arrivent tout simplement pas à les vivre, et encore moins à les partager, parce que les biais cognitifs leur empêchent tout de suite d'avoir une vision, disons, globale et large ne serait-ce que de leur capacité, de leur intelligence relationnelle, qui est parfois assez appauvrie. C'est pour ça qu'on parle maintenant de HPI, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, mais disons que le haut potentiel relationnel, celui-là s'apprend, les pays du Nord l'ont compris, ça s'apprend et ça s'apprend ensemble. On peut tout travailler seul, on peut travailler beaucoup de choses dans la solitude. L'intelligence relationnelle ne s'apprend qu'en groupe. C'est une des règles fondamentales. Ce qui est très beau, ça rejoint d'ailleurs les notions chrétiennes. Hein. Ça ne se fait qu'en communauté, en petite communauté, grande communauté, en groupe. Ce sont des choses qui l'intelligence relationnelle ne se travaille pas individuellement. J'aurais beau tout faire, je serai toujours prisonnier de certains biais si je n'ai pas le regard de l'autre, si je n'ai pas le regard de mon prochain, qui me reflète, donc, et ça rejoint tout à fait les neuromiroirs dont parlait Marc. Si je n'ai pas ce miroir en face de moi, si je n'ai pas ce relationnel, je vais quelque part, entre triple guillemets, tourner en rond, rester dans mon moi limité, qu'il soit hypersensible ou non, hein, et même si j'ai un HP au-delà de 130, je resterai bloqué. Donc cette notion d'intelligence relationnelle,
est à mon sens, et je me permets de le souligner parce que c'est le thème de cet après-midi, est à mon sens un thème majeur dans la relation qu'a l'hypersensible avec lui-même, avec les autres, et la relation des personnes normalement sensibles avec les hypersensibles, qu'elles soient HPI, HPE ou seulement HPE, bien évidemment. Donc voilà, je voulais préciser un petit peu cet aspect culturel et psychologique au niveau des biais cognitifs. Et bien sûr, je laisse allègrement la parole soit à Leslie, soit à Marc, ou peut-être aux questions, je ne sais pas, je vois par leur passé. Il y a peut-être des questions qui peuvent se Peut-être poser. avant les questions, on va continuer sur les ressources peut-être. Et... Voilà, les ressources. Les questions seront à la fin. Je les note, elles sont dans le chat et elles seront posées à la fin. Ok, d'accord. Et puis, je voulais faire le lien avec ce que tu disais, Marc aussi, Marc Frédéric, sur la question du terrain addictif, tu en as parlé. C'est vrai qu'en général, l'addiction peut être là pour anesthésier justement des émotions vécues intensément et désagréables. Donc, ça peut être un risque. Il y a aussi la tendance à procrastiner chez les hypersensibles. Procrastination, oui. Et puis aussi à être saturé au niveau affectif et cognitif. Donc, on parlait de fatigue mentale, physique. Il y a ce risque quand même, surtout dans les milieux professionnels de burn-out. On peut parler de ça, de dépression aussi en général, et puis une tendance peut-être à des idées, des idées noires quand on n'arrive pas à justement, on va dire, apprivoiser tout cela. Il y a aussi la question de l'adaptation aux autres, l'hyperadaptation parfois qui est là, avec ce qu'appelle Winnicott le faux self, c'est-à-dire qu'on s'hyperadapte aux autres tellement qu'on n'est plus soi. Donc il y a ce risque chez les hypersensibles, et avec une forme d'épuisement parce qu'on tente en permanence de s'ajuster aux attentes de l'environnement humain et environnement tout court. Et donc, je dirais que ce qui est important dans ce qu'on fait cet après-midi, c'est vrai que Marc, tu l'as souligné, que c'était important de parler de ce sujet parce qu'il y a une ignorance peut-être qui fait que les hypersensibles peuvent être très incompris et peuvent on va souvent leur dire tu es trop ceci, tu es trop cela. Et donc, il peut y avoir justement sur le plan relationnel des grandes difficultés. Donc, le fait de pouvoir parler de ce sujet, c'est déjà important pour se renseigner, qu'on soit hypersensible ou non hypersensible, justement pour accueillir l'autre tel qu'il est. On va justement, nous trois, vous apporter quelques éléments pour comprendre aussi comment utiliser au mieux ce trait de caractère, comment décharger les émotions, comment les apprivoiser. Et c'est surtout au départ le fait de s'accepter tel qu'on est déjà, accueillir qui on est. C'est déjà le premier pas parce qu'on peut avoir tendance que l'hypersensibilité est un problème et vouloir se couper de nos émotions, se dissocier, fuir les conflits ou se couper de soi. Et là, c'est le risque aussi pour soi d'être en grande souffrance. Donc, il y a vraiment voilà, à accepter comment voilà, Dieu nous a fait aussi dans voilà, dans cette particularité avec des capacités importantes. Vous les avez soulignées chacun. La grande capacité d'analyse, l'empathie, enfin, ce sont des capacités qui peuvent être utilisées vraiment au mieux quand on sait comment les utiliser. Donc finalement, c'est premièrement l'acceptation, mais sans culpabilité. Et c'est vrai que je crois que dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait que dans notre communauté, entre guillemets, on a tendance à ne pas se valoriser peut-être. On a tendance à être dans une humilité, mais Marc, tu parlais de fausse humilité parfois. Donc, comment voir les aspects positifs de notre hypersensibilité? Donc, vraiment accueillir toutes ces particularités, le fait de pouvoir ressentir les choses, être empathique. Par exemple, la capacité à être empathique peut être utilisée lors de bénévolat. Ça fait quelqu'un de cette personne un bénévole exceptionnel.
une grande capacité aussi d'action. Quand on procrastine moins, on peut réaliser pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a aussi, on a parlé de HPI, HPE, il y a aussi la notion de multipotentiel, parce que parfois les hypersensibles peuvent être multipotentiels. Donc, comment on a l'impression d'être éparpillé, mais en fait, il y a un sens à tout ça. C'est simplement qu'on est intéressé par plusieurs choses, mais comment canaliser justement toutes ces particularités pour en faire une force voilà, d'action pour les autres et pour soi. Il y a aussi au niveau émotionnel comment trouver des façons de décharger les émotions ou de se détendre. Alors ça, chacun peut avoir une idée de ce qui va être pertinent pour lui ou elle. Par exemple, en tant que chrétien, la méditation, méditer les paroles de Dieu, les psaumes, par exemple, qui sont très riches émotionnellement, prier, enfin avoir ce rituel où on peut justement parler à Dieu, décharger à Dieu toutes nos émotions. Ça, c'est une grande chance. On a aussi tout ce qui concerne le psychocorporel, toutes les passions qu'on peut avoir, les dons, les talents autour du psychocorporel, par exemple la danse, le dessin, la peinture, tout ce qui va aider à exprimer les émotions par là. Je parlerai aussi du théâtre, par exemple, de la contemplation de la nature, enfin voilà, quelque chose qui soit va être apaisant, soit va être stimulant dans le sens de dépenser son énergie émotionnelle. Et avant de passer la parole aux deux Marc pour peut-être d'autres compléments, la notion d'écriture qui est très, très intéressante sur le plan émotionnel. Il y a James Pennebaker qui a fait 40 ans de recherche sur les liens entre l'écriture et le traitement émotionnel et il révèle que les personnes qui écrivent sur des épisodes émotionnellement chargés peuvent éprouver une augmentation marquée de leur bien-être physique et mental. Donc vraiment, par exemple, avoir un carnet d'écriture, un journal intime, comme on dit, pour évacuer le trop-plein émotionnel, éviter donc de rester submergé par toutes ces émotions, peut aider, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui peuvent nous aider à apprivoiser notre émotionnel et à se détendre ou à décharger aussi. Alors, voilà, je vous laisse compléter aussi peut-être Marc, Frédéric et Marc. Oui, Ouais. moi, pour compléter, je reviendrai quand même à comment dire, à cette notion de travail. Je pense que ce que Leslie vient de dire est vital. Hein, activité artistique, tout ce qui peut être dit, c'est absolument vital qu'au niveau individuel, un hypersensible puisse exprimer au travers de l'art, effectivement, danse, on peut tout imaginer, théâtre est idéal, bien évidemment, on peut tout imaginer. Alors le théâtre particulièrement, parce que le théâtre permet d'exprimer les émotions, permet de sortir de sa propre bulle émotionnelle et de les développer. Un comédien est littéralement toujours un hypersensible quelque part. Ce n'est pas possible, ça fait partie de leur métier de pouvoir jouer la colère, la gentillesse, la beauté, la méchanceté, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que mais c'est pareil pour les danseurs, c'est pareil pour les grands musiciens, etc. Voilà. Chanteurs, les musiciens. Donc ça, c'est vital, bien évidemment. Et bien évidemment, là aussi, le travail en groupe. Hein, je reviens à mes hypersensibles anonymes, ce n'est pas le nom qu'on leur donne, je vous rassure, mais le travail en groupe. D'ailleurs, la Ligue Vie et Santé va proposer en 2022 des ateliers d'intelligence relationnelle dans ce domaine. Hein, on a décidé, parce qu'il y a une forte demande, qu'en 2022, de créer, pour les membres d'Église, hein, bien évidemment, surtout, ce partage, hein, d'une manière ou d'une autre, sur l'intelligence relationnelle, savoir comment on peut l'accroître, comment on peut l'acquérir, parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas innée en nous. Le relationnel n'est pas quelque chose qui s'apprend, qu'on apprend tous quand on est enfant. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, j'oserais dire. C'est quelque chose qui est typique de notre culture, qui est aussi typique, bien évidemment, du christianisme. Et peut-être pour revenir rapidement sur ce que disait Leslie au niveau des émotions, la Bible est un livre émotionnel. On parle par exemple des psaumes. Les psaumes ne sont qu'un grand cri d'émotion.
colère, tout ce qu'on peut y trouver, toutes les revendications possibles et inimaginables. Et c'est sûr que le peuple juif est la seule religion qui met en avant les émotions, qui met vraiment en avant, tous les personnages publics vivent intensément leurs émotions. Jésus lui-même a été en colère, il a eu extrêmement peur, il a été très triste, bien évidemment extrêmement joyeux. Je parle des 4 émotions de base. Donc le christianisme primitif, le christianisme des Juifs, je vais dire, hein, et les Juifs sont la seule religion où l'émotion, aussi bien pour les hommes, hein, est tout à fait acceptée. Hein. Jésus pleurait. Donc, dans la culture à côté, la culture romaine, gréco-romaine, les hommes ne pleuraient pas. C'était tout de suite, c'était des mauviettes. Donc, quand le christianisme a basculé dans le monde gréco-romain, hein, quand l'empereur Constantin s'est converti, bien évidemment, là, le christianisme, j'oserais dire, a été contaminé par cette vision gréco-romaine, cette culture gréco-romaine de l'homme pur et dur qui laisse aux esprits faibles, donc les femmes, la sensibilité, mais les hommes étaient des durs, même chrétiens. Donc ensuite, on s'est coupé de nos racines judaïques qui étaient effectivement vivre, partager les émotions. Voilà, juste pour cette petite parenthèse par rapport à la spiritualité biblique et les émotions. Ouais, je voudrais aussi rajouter par rapport à ce que disait Leslie, et ça fait aussi adjoindre à une question par rapport à l'anxiété ou la procrastination. Et il est vrai que finalement, voilà, l'anxiété entraîne la procrastination, enfin, et vice-versa, l'anxiété, la procrastination aussi nourrit finalement l'anxiété. Et souvent parce qu'elle est liée à souvent à des systèmes de fausses croyances. Et comme disait Marc, dans la Bible, je crois que j'avais fait une méditation un peu là-dessus sur Élie. Élie qui pour moi aussi, quand j'étudie du coup son histoire, est quelqu'un finalement d'hypersensible, Élie. Et comment finalement, vous voyez, Dieu a cheminé avec lui pour l'aider finalement à sortir de sa torpeur, à sortir de sa souffrance. Il est passé par 3 points. Déjà, le silence, par le vent finalement doux et léger, le silence. Et il est vrai que finalement, quand on a finalement cette hypersensibilité, le silence est l'un des outils essentiels. Ça peut être par exemple quand on sent que émotionnellement on peut être facilement envahi, ben, se mettre dans un environnement isolé pour pouvoir finalement euh, se questionner. Il va mieux que quand finalement Dieu est passé par ce vent doux et léger, il a commencé à questionner Élie. Il n'a pas dit mais Élie, je sais où tu es, mais pourquoi tu es dans cet état? Il dit mais que fais-tu? Oui. Donc, dans ce stade de pouvoir questionner son émotion, être dans la rationalité. Et c'est vrai que finalement, quand on peut avoir, par exemple, une mauvaise lecture des choses, on peut être aussi peut-être envahi par la culpabilité ou par l'anxiété, par aussi le sentiment d'échec. Bien souvent, les personnes qui sont hypersensibles ont un seuil de tolérance à l'échec qui est très… qui est bas en fait. Et donc finalement, quand on est envahi par ces émotions, le fait de pouvoir être dans cette introspection, dans un cadre, dans un silence, permet finalement de pouvoir utiliser ce que j'appelle le cortex préfrontal pour pouvoir gérer finalement cette émotion. Mais qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la réalité? Le conseil que je pourrais donner, les outils que je pourrais proposer, c'est faire par exemple l'ABC des émotions. A qui est l'événement, B c'est ma pensée sur cet événement, et C le comportement engendré par l'événement. Le fait de pouvoir finalement faire cet exercice, ok, je vois quelqu'un qui fait, d'accord, je répète. Donc, en fait, c'est Albert Ellis, qui est un psychologue américain qui a développé cet outil qui est la thérapie rationnelle émotive. Il disait en fait que le fait de pouvoir catégoriser les émotions en 3 colonnes. Par exemple, A, c'est l'événement. Par exemple, Élie, pourquoi il était anxieux? Parce qu'il a eu peur que la reine, finalement, attente à sa vie. Donc, il est parti, il a fui, son cerveau reptilien s'est actionné, et paf, il a pris la fuite. Donc, ça, c'est l'événement. B, c'est la pensée. Vous voyez, quand Dieu lui demande, Élie, que fais-tu? Directement, il a dit, je suis seul, tout le monde m'a abandonné, et je crois le troisième, j'ai oublié. Mais en fait, voilà, ça, c'est… il a eu peur. Et là, finalement, c'est la pensée, ça, c'est la pensée qui est liée à l'événement. Et ensuite,
Le C, c'est finalement le comportement. On voit bien qu'il était en dépression, en détresse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le silence de Dieu l'a emmené à pouvoir passer ses pensées, passer de la pensée donc, finalement à cette rationalité. Pourquoi tu te sens de cet état? Et donc, finalement, le fait de pouvoir faire ce travail nous permet aussi de pouvoir voir que, en fait, ce qu'on peut ressentir est peut-être différent de la réalité. Et là, on commence à se dire, peut-être que j'ai des pensées qui sont irrationnelles. Peut-être que des fois, les comportements automatiques que j'ai sont liés finalement à un système d'éducation, à un système de croyances qui ne sont pas forcément basées sur la réalité. Moi, je vous donne un exemple personnel. Mon fils de 3 ans, il est en train de me corriger sur certains points. Par exemple, souvent, on me dit, antillais que je suis, on dit souvent, t'es un homme, ne pleure pas. Voilà. Et je me vois des fois faire ça avec mon fils. Et mon fils me dit, mais papa, j'ai le droit de pleurer. Et donc, finalement, ce que je dis par là, en fait, c'est que aller dans cette introspection dans un cadre de silence permet finalement de pouvoir enlever des croyances qui sont des fausses croyances et pouvoir du coup mettre des vérités qui sont du coup les nôtres, enfin qu'on veut du coup après voir habiter. Je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est par rapport à la dépendance affective. C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais donc il y a ce risque aussi parfois donc, dans cette hypersensibilité, dans cette hyper-empathie, de pouvoir parfois être dans une relation de dépendance à l'autre. Donc ce terme dépendance affective est assez connu, hein. Donc ça peut être aussi un écueil. Et donc comment aussi permettre que la personne hypersensible puisse se protéger aussi, justement utiliser sa capacité d'analyse pour pouvoir faire le tri aussi dans ce qu'elle a comme relation qui l'amène vers le haut ou au contraire qui, on va dire, l'emprisonne. Donc ça, c'est un écueil aussi à faire attention. Et puis aussi par rapport aux émotions, c'est vrai qu'on entend souvent parler d'émotions négatives, positives, et c'est vrai que ça fait quelques années que je n'utilise plus ces termes-là, mais bien de qualifier les émotions d'agréables ou désagréables, dans le sens que toutes les émotions sont utiles et toutes les émotions sont là pour nous indiquer, en fait, sont un signal, un message pour nous indiquer nos besoins, pour nous indiquer quels besoins qu'on aurait et quelles demandes on pourrait faire. Alors, il y a des choses qu'on peut soi-même se satisfaire, mais aussi dans la relation à l'autre, les émotions peuvent nous aider à justement traduire un peu notre état et nos besoins. Donc ça peut être éclairant aussi pour apprivoiser ces émotions. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Peut-être qu'on n'a pas parlé du sport, mais ça peut être aussi. Hein, Marc, je croyais que tu allais en parler. Toi qui es très... Le sport, ça fait partie aussi des moyens d'écharpe. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.